Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez, nous sommes avec Thomas Morcellino, le petit prince de la statistique en MotoGP. Comment vas-tu, Thomas? Ah bah écoute, ça va, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et C'est toi, vrai, comment tu ça vas? fait longtemps. Ça va super, le MotoGP a repris à Sepang. On était comme des fous, on a eu un petit peu d'images. On va pouvoir parler de plein de choses. Voilà, on voulait se faire un débrief tous les deux. On n'a pas le temps de se voir à côté dans la vie, mais on a le temps Non, de se faire un débrief. c'est Donc clair. voilà. Déjà, première impression de ces tests, en un ou deux mots. Je sais que tu vas faire une phrase. Non, non, bah écoute, je suis agréablement surpris par les Japonais, enfin par les marques japonaises. Voilà. Donc on s'attendait, bon, je développe un petit peu, mais on s'attendait à ce que justement il y ait encore une grosse domination des Ducati. Et on se rend compte que c'est pas si net que ça, en tout cas moins net que par le passé. Et là, les Japonaises, pardon, se rapprochent. Donc c'est plutôt bien en tout cas pour l'instant, la première tendance. Après, ça reste des tests, hein, comme tu le sais. Bah, justement, ça reste que des tests, mais je montre ce graphique qu'a sorti, Dorna, MotoGP.com, il y a quelques minutes. Voilà, ça reflète bien ce que tu viens de nous dire. C'est qu'on sent quand même que c'est différent de l'an dernier. Ouais, exactement. Alors après, il y a pas mal de choses, voilà, il y a pas mal de choses à prendre, avec des pincettes parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés du côté de chez Aprilia notamment, donc avec, beaucoup de nouveaux arrivants, des rookies. Chez KTM, c'est un peu la même chose. Donc après, si tu veux, c'est voilà, faut mettre un peu de pincettes, mais prendre ça avec des pincettes. Mais c'est vrai que, comme je te disais, en tout cas, les marques japonaises ont fait un gros step et bah, pour l'instant, la tendance fait que ça laisse présager un beau championnat, quoi. On va parler, de chaque constructeur, des pilotes. Avant toute chose, on en est où au niveau du règlement? Là, les constructeurs n'ont pas décidé ce soir, enfin aujourd'hui, quel moteur ils vont utiliser pour pendant 2 ans, parce qu'on rappelle que c'est gelé pour 2026 Ouais, aussi le développement. On ouais. en est où là-dessus? Non, bah, écoute, si le règlement n'a pas changé, là, dans les dernières semaines, c'est à la veille du Grand Prix, du premier Grand Prix que tout est homologué. Donc voilà, alors là, on sait que ça va être difficile, à part quelques ajustements, et on voit pas les constructeurs ne vont pas arriver avec un tout nouveau moteur, juste avant le premier Grand Prix, ce qui serait quand même très compliqué. Donc non, il faut attendre le premier Grand Prix et tout sera homologué, le jeudi avant le premier Grand Prix où tu as tous les constructeurs, enfin toutes les motos qui passent une à une, contrôle technique pour être homologuées, quoi. Et après, juste dernier détail, il y a des concessions, donc il y a certains constructeurs qui pourront faire des modifs sur le moteur dans la saison. Ouais, ouais, bah, de toute façon, les deux constructeurs qui sont, de rang D, donc Yamaha et Honda, en l'occurrence, oui, pourront faire des concessions. Donc après, il faudra voir en termes de c'est pareil, c'est la petite subtilité, mais justement, le nouveau système de concession est plus rapide. Donc si jamais il y a des progrès qui sont faits très rapidement, ils peuvent remonter d'un cran dans les concessions et donc plus rapidement que par le passé où c'était une fenêtre glissante d'environ 2 ans, je crois. Là, Mmh. c'est, par demi-saison quasiment, donc voilà, faudra voir, mais si ça évolue, c'est justement dans le bon sens, donc c'est l'intérêt pour les constructeurs d'évoluer dans le bon sens, donc voilà. Bon, Ducati, on attaque avec Ducati, bah, l'événement, c'est voilà, c'est l'arrivée de Marquez aux côtés de Bagnaia. Je parle du team officiel. Il y a 3 motos GP25. Malheureusement, le troisième pilote, c'est, Di Antonio qui s'est cassé la clavicule, apparemment sur un wheeling. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, on sait qu'il fallait qu'ils se décident. Il y a eu un vrai travail d'équipe, en tout cas pendant 2 jours, ça c'est sûr. Ce matin, ça a été différent parce que là, il y a eu simulation en sprint. Marquez a impressionné au niveau de ses chronos, en Ouais. comparant par rapport à Martin à Sepang au mois de novembre et même ce matin par rapport à Bagnaia. Voilà ton commentaire déjà sur la moto, qu'est-ce qui a été amené? J'ai entendu parler d'un nouveau moteur, mais que ça posait problème au niveau des freins. On en est où là-dessus? Bah, écoute, après là, c'est pareil, c'est compliqué, il faudrait qu'on prenne un à un les retours des pilotes. Heu, on sait déjà que la GP25, elle existe déjà depuis un petit moment et puis ils l'ont déjà évaluée, à Barcelone au test l'an dernier. Et en fait, comme chaque année, les petites subtilités qu'apporte Ducati, elles doivent être validées par des pilotes au style de pilotage différent. Donc là, c'est sûr que là, comme tu dis, avoir un une concertation entre des pilotes, comme Marquez et Bagnaia notamment, parce que DJ n'est pas là, ça permet de valider, quelques trucs. Mais on le sait, à chaque fois, alors, très souvent, les Ducati, sur les premiers grands prix, elles se cherchent encore un petit peu. Tu vois, par rapport au modèle précédent. Tu
qu'on se souvient par exemple sur les premiers Grands Prix des années précédentes où tu avais un Bastianini qui gagne les premières courses et puis qui du coup en fait les autres Ducati les plus récentes sont un peu plus en difficulté, le temps de se mettre dans le rythme. Donc là je pense que la GP25 n'est, comme la GP24 ne l'a pas été, une révolution en elle-même. Donc je pense que c'est juste une évolution avec quelques subtilités en plus. De toute façon on le voit en termes de chrono, même s'il n'y a pas eu beaucoup de grosses chasses au chrono, mais voilà, c'est difficile de savoir ce qu'ils ont validé, là, clairement, mais en tout cas, pour l'instant, la GP25 ne fait pas de gros miracles par rapport à la GP24. Il faudra voir sur le début de saison. Parce qu'il y avait aussi le fait que la GP24, bon, on le voit là avec les chronos d'Alex Marquez, on a vu Morbidelli, Aldeguer. La GP24 était faite pour le nouveau pneu arrière Michelin. C'est pour ça peut-être qu'il y avait un gros décalage avec la GP23. C'est pour ça que là, on a peut-être un écart un peu moins important avec la GP25. Exactement, c'est bien, tu fais bien de le souligner, effectivement, parce que oui, c'était le problème qu'avait entre guillemets Marquez, parce que c'était le meilleur des GP23 l'an dernier, c'est qu'il était limité par justement entre guillemets, ce pneu arrière qui était plus à même de fonctionner sur la GP24. Donc là, effectivement, l'écart sera moindre entre les GP24 et les GP25, ça c'est clair. Et donc, comme des GP23, il n'y en a plus sur la grille, forcément, cet écart sera moins visible comme on l'a pu le voir sur l'année passée. Mais, donc, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est bon. Non, mais c'était pour rebondir, donc pour enchaîner sur les pilotes quand même. Bon, ce matin, voilà, c'est sorti, tout le monde a sorti, les journalistes anglais, français. Marquez qui fait quand même une simulation de sprint folle au niveau des chronos. Ok, c'est pas les conditions de course, il est tout seul, enfin voilà, mais je voulais avoir un petit peu tes impressions parce qu'on attend Marquez. Bah écoute, après, moi je suis un peu de l'avis, je crois que c'est Miller qui disait ça hier, où il disait en fait que les deux Ducati, enfin les deux rouges, cachent un peu leur jeu. Je pense qu'effectivement, ils en avaient encore un petit peu sous la poignée, parce que c'est vrai que quand tu regardes sur les premiers jours, je crois que Bagnaia, le premier jour, il fait 17e. Hier, je crois que Marquez fait 12e ou quelque chose comme ça. Enfin, oui, c'est sûr, c'est pas les places auxquelles on les attend, mais comme tu disais tout à l'heure en début d'émission, ils sont en train de travailler sur la mise en place de cette GP25 qui doit être prête pour dans 3 semaines. Donc, le but du jeu, c'est d'être le plus performant, de pas ruiner le pneu en 3 tours. Voilà, donc en fait, si tu veux, il y a énormément de travail qui a été fait par les pilotes. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ils cachent encore un petit peu leur jeu, mais on sait que Marquez et Bagnaia seront devant dès le premier Grand Prix. Enfin, je vois pas, en tout cas avec la domination qu'a eu Ducati la saison passée, ce serait quand même bizarre qu'il n'y ait pas une Ducati, les rouges devant, quoi. Voilà. Après, comme tu dis, ça peut être aussi une GP24. En général, en début d'année, les écarts sont. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, voilà, parce qu'on voyait Morbidelli. Alors, je sais qu'il se fait souvent chambrer Morbidelli, mais moi, je pense qu'il peut quand même faire quelque chose comme Alex Marquez, à voir pour Aldeguer, parce qu'il est rookie, mais je pense qu'il y a des choses qui vont être un peu surprenantes au début, quoi. Exactement, puis surtout, il ne faut pas oublier que l'année dernière, on avait oublié Morbidelli parce qu'il s'était, tu t'en souviens, il s'était blessé pendant un roulage à Portimao, donc on ne l'avait pas vu rouler pour les tests. Là, il a l'avantage maintenant cette année de pouvoir arriver, en tout cas, s'il lui arrive à rien à Bureram au test, mais en tout cas d'arriver au premier Grand Prix en ayant du roulage sur la moto avec laquelle il va rouler durant la saison. Parce qu'on a vu que Morbidelli, quand il est revenu, donc il y a eu quelques courses d'adaptation, même beaucoup de courses d'adaptation, enfin de revenir dans le rythme et tout ça, parce qu'il était quand même pas mal affecté. En fin de saison, il a fait quand même beaucoup de bons résultats, enfin de belles performances. Et donc là, forcément, Morbidelli, on sait qu'il n'a pas été. Alors, c'était une année particulière en 2020, mais il n'a pas été vice-champion du monde pour rien non plus. Donc, on sait que Morbidelli, il est capable de jouer devant. Donc, il n'y a pas de raison. On va se faire des potes avec ça. Voilà, pour conclure sur Ducati. Aprilia, bah, on ne peut pas trop savoir finalement par rapport à la moto. Les premiers retours, c'est plutôt Bezzecchi, Ogura, et sachant que lui, il est c'est un pilote rookie, donc l'adaptation est différente. Bezzecchi, en tout cas, qui donne l'impression de retrouver de la confiance avec l'avance, qu'il n'avait pas avec la GP23, mais dans ses propos, on le sent un poil mitigé pour l'instant, et puis de toute façon, il est un peu seul. Ouais, bah écoute, après j'ai vu là les réactions de Martine à la sortie de l'hôpital ce matin là, ou alors je sais pas si c'est ce matin ou hier, enfin bref. Mais toujours est-il que Martine disait que justement Bezzecchi, enfin il trouve que Bezzecchi a fait du bon travail, en tout cas en étant. Et on sait que l'Aprilia, si tu veux, il y a énormément d'ingénieurs derrière. Alors c'est sûr que c'est pas une force de frappe aussi imposante, on va dire, que les Ducati, mais on sait qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui viennent de la F1, on sait qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Maintenant, il faudra voir si l'arrivée de Fabiano Sterlachini à la place de Romano Albesiano, il y aura une inertie. Est-ce que le projet va
continuer à évoluer aussi rapidement qu'il a pu. Enfin voilà, est-ce qu'il va y avoir un nouveau rebond? Donc il y a encore des choses je pense, à mettre en place du côté de chez Aprilia. Et puis c'est vrai que, comme je disais, deux rookies dans le team officiel, c'est pas évident non plus pour une marque et pour les pilotes d'arriver et d'être rapide d'emblée. Enfin, de toute façon, tu le vois, hein, Martin, il a fait combien? Je crois que ça doit être 6 tours ou 5 tours le premier jour. Et il est tombé 2 fois et la deuxième fois a été critique. Donc, il faudra. C'est moins net en tout cas comme progression que du côté de chez Ducat, mais ce sera intéressant de voir la progression de Bezzecchi en tant que pilote officiel chez Aprilia et de Martin, voir ce qu'il est capable de faire Ouais. sur le. On verra parce qu'on sait qu'Aprilia, voilà, ça progresse chaque année en général. Bon, l'an dernier, c'est un petit peu différent. Il y a aussi les pilotes qui savaient qu'ils s'en allaient aussi, donc à prendre ça en compte. Après, ce qu'il faut juste souligner, c'est que l'année dernière, c'est Aprilia qui a quand même juste mis un terme à l'hégémonie Ducati. Heureusement qu'il y a eu Aprilia, Ouais, sinon il n'y avait que des Monsieur victoires Stat. Ducati. Voilà, il m'a coupé la Non, mais voilà, on sait, comme tu disais, après, effectivement, les pilotes savaient qu'ils partaient, donc c'est peut-être des conditions différentes. Mais là, on a d'autres conditions qui font que c'est deux rookies. Quand je dis deux rookies, c'est deux Ouais. débutants sur la marque. Mm. Donc, il faut un petit moment d'adaptation. Mais on sait que Bezzecchi est rapide et on sait que surtout Martin est très rapide. Maintenant, il faut qu'il puisse avoir un peu de roulage. Donc, c'est sûr que le voir devant, ce serait surprenant au premier Grand Prix. En tout cas, moi, je l'espère pour lui, bien évidemment, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Pour Jorge Martin, il y a quelques infos qui sont sorties. Notre ami team manager, j'oublie son prénom parce que je le prononce mal, donc forcément ça rentre pas dans ma tête. Massimo Rivola, voilà, je le prononce pas bien. Excusez-moi Massimo d'avoir oublié, ça ne se fait pas. Qui disait que peut-être, j'ai vu sortir ça, que Martin ne ferait on le reverrait qu'à la FP1, peut-être en Thaïlande, quoi. Ah bah écoute, à mon avis, si tu veux, c'est comme je pense que tu connais, hein, tu as côtoyé pas mal de pilotes qui se sont blessés à la main, notamment à la main. C'est long, tu vois? Et ce serait, à mon avis, et je suis pas docteur ou voilà, mais ce serait probablement une mauvaise idée de revenir dans moins d'une semaine et de limiter cette guérison alors qu'il a devant lui quelques semaines avant de reprendre la piste et d'arriver dans de meilleures dispositions. Voilà, après, rien ne l'empêche de venir en Thaïlande, de faire 1 ou 2 tours et de Ouais. voir comment il se sent. Mais ce serait pas dans son intérêt, j'imagine, d'aller chercher le chrono et de vouloir absolument montrer qu'il est rapide. Voilà, donc ça me choquerait pas qu'il revienne que au Grand Prix de Thaïlande. Voilà, ce serait normal même, je dirais. Ouais. Par rapport à cette chute, Piero Taramasso, le big boss Michelin en MotoGP, ils ont pu analyser que la carcasse, c'est-à-dire l'intérieur du pneu, n'était pas à la bonne température, c'était trop froid, voilà, qui était à 15 degrés. Apparemment, c'est pas la bonne fenêtre, à pas confondre avec la surface du pneu. Est-ce que tu en sais plus là-dessus? Pas du tout. J'ai l'impression que par la suite, on pourra pas en savoir plus, mais voilà, parce qu'au début, on pensait que ça pouvait être l'électronique Aprilia. Là, on parle de ça. Ça peut être celui qui s'occupe des pneus qui a pu faire l'erreur. Ça peut être chez Michelin, on ne sait pas en fait. Non, après, c'est compliqué. De toute façon, tu vois la chute. Et en fait, si tu veux, comme je disais, il y en a eu 2 chutes. Ouais. 2, on va pas dire similaires, mais 2 high side, hein, mine de rien. Donc, c'est aussi, je pense, l'adaptation à la moto. Donc après, peut-être qu'il y a moi, je ne rentre pas dans les détails des pneus, mais il y a aussi cette adaptation à la moto. Faut pas oublier qu'il avait qu'une seule journée de roulage sur l'Aprilia, en étant passé, en étant champion du monde sur la Ducati. Là, il venait de faire 5 tours. Voilà, je pense que c'est aussi, même lui, il comprend pas. Donc voilà, je pense que c'est tout un tas de circonstances qui font qu'il en est arrivé là, mais difficile. Je pense que c'est difficile de savoir précisément qui est en tort. On ne saura pas trop et on va espérer qu'il va revenir vite et que tout se passe Bah bien. oui, bien sûr. Comme pour Fernandez, on a vu la chute, elle est passée sur les réseaux, il s'en sort finalement plutôt pas mal. Lui, Ouais. il perd l'avant directement. Bon. Alors que lui, par contre, j'ai cru voir là récemment, enfin là, juste là aujourd'hui, qu'il pensait revenir la semaine prochaine. Ouais. Lui voudrait peut-être revenir. J'ai vu ça. Voilà. Et bonne mention quand même aussi pour Ogura qui a fait un bon check-down et qui a bien travaillé. Donc, ça va être intéressant de voir face à Aldeguer quand même pour le titre de rookie, quoi. Ouais, c'est sûr. On sait que Ogura, c'est un besogneux, on va dire. C'est un pilote qui fait pas beaucoup de bruit, entre guillemets, mais qui bosse beaucoup. Voilà, même déjà à Barcelone l'an dernier, il avait déjà identifié les points sur lesquels il devait travailler pour le prochain test, donc le test de Sepang.
Voilà, il a eu quelques jours de plus au shakedown pour pouvoir justement encore appréhender cette MotoGP. Donc oui, après, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trois rookies qui sont sur 3 motos différentes. Et là, aujourd'hui, c'est marrant de se dire que la Ducati, aujourd'hui, c'est la moto on va dire, probablement la plus facile. À l'époque, tu te souviens, là, c'était la Yamaha. Dès qu'on était sur une Yamaha, c'était génial. On pouvait être performant d'emblée. Et là, c'est la Ducati qui est capable de fonctionner avec n'importe quel type de pilote au style de pilotage. De circuit. Exactement. Donc voilà, donc là, on a... et donc après, tu as Chantra qui, lui, arrive sur l'une des motos, on va dire, peut-être les moins simples de la grille, quoi. On va en parler juste après. Pour terminer sur les constructeurs européens, KTM. La première question, c'est, on sait qu'ils ont des problèmes financiers, la société, enfin KTM. On en est où là-dessus sur le développement? Parce qu'on a tous lu qu'ils avaient gelé le développement à cause de problèmes financiers, mais je vois quand même des carénages de couleur noire. On a l'impression qu'ils font des essais. Juste, on en est où là-dessus? Écoute, je ne sais pas. Là, très honnêtement, je ne peux pas te répondre. Il faudra demander à des homologues qui étaient sur place, savoir ce qu'il en est. Mais en tout cas, ça n'a pas empêché... Enfin, déjà, à la fin de la saison passée, au test, il y avait déjà quelques nouveautés qui étaient apparues chez KTM. Donc, on peut imaginer que ce sont déjà des travaux qui avaient été initiés avant qu'on connaisse les problèmes actuels. Mais en arrivant à Sepang, clairement, alors je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, je crois que ça doit être Binder, je crois, qui disait que en fait, c'était la première fois qu'il arrivait à un test avec autant de pièces à essayer, tu vois. Donc alors est-ce que c'est des pièces comme je te disais, qui étaient initiées l'année dernière? Est-ce que c'est des nouveautés de maintenant? Écoute, c'est difficile. Donc je pense qu'il faudrait plutôt demander au team manager ce qu'il en est aujourd'hui et savoir s'ils ont réouvert le développement ou pas. On verra ça. En tout cas, ça continue de bosser, quoi. Ouais, oui, bien sûr, on va surveiller ça en tout cas. Pour les pilotes, on en parlait juste avant d'enregistrer. Pas trop d'infos, pas trop de retours. Vignales sur le premier jour qui était plutôt positif. D'ailleurs, depuis le début, de toute façon, on le sent plutôt positif. Au niveau des chronos, on sent qu'il y a du retrait. Enfin, c'est une impression, donc tu sais, mon expertise canapé, mais c'est pour en savoir un petit peu plus là-dessus, quoi. Bah écoute, c'est pareil, encore une fois, comme tu dis, ça a été assez discret sur les retours. Et puis, tu me parlais d'Acosta. Alors moi, je sais pas, j'avais pas lu ce que disait. Si tu Ouais, Nainai Morrison, qui est un reporter anglais, qui disait il faudrait que je le ressorte, mais je crois qu'Acosta avait dit on est plutôt content des performances, mais en faisant une tête contraire à ce qu'il disait. Donc c'est pour ça que c'est un peu du poker, on ne sait pas trop là. Non, bah écoute, après, je pense qu'ils attendaient peut-être à être plus rapides, en tout cas peut-être plus performants, mais encore une fois, on a 2 débutants dans la marque. Ouais. Cette saison, 2 pilotes qui se sont battus pour la victoire. Donc Vignales l'année dernière qui a gagné à Austin, Bastianini qui a gagné plusieurs grands prix et qui s'est battu pour le podium final. Donc c'est 2 pilotes rapides. Donc c'est sûr que les voir un peu plus loin au classement, même pour eux, ça doit être compliqué, c'est sûr. Mais on sait que la KTM, elle est un peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire entre Aprilia, Ducati. Donc voilà, on sait que l'année dernière, c'était que Acosta, Binder en début de saison, mais Acosta qui a réussi à la mettre sur le podium durant l'année. Donc je pense qu'il y a encore une fois aussi là un moment d'adaptation. Tu vois, ils n'ont eu qu'une seule journée de roulage. Et je parle à Barcelone avant d'arriver ici. Voilà, c'est une machine complètement différente, hein. C'est une structure différente, c'est une manière de travailler différente aussi. Donc voilà. Et puis même s'ils bénéficient tous de la même structure, le même soutien d'usine, quoi. Donc c'est ça qui est important aussi. Ouais, donc aussi chez KTM, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y avait aussi apparemment ce qui circule, c'est un mass dumper. Donc je ne sais pas si ça a été confirmé ou non. Apparemment, ils auraient fait, c'est ce que Ducati utilise déjà dans la salad box. Apparemment, KTM l'aurait utilisé aussi. Alors ça, j'ai aucune confirmation. Malheureusement, je ne suis pas sur place cette année. Mais apparemment, il y aurait ça qui circule, comme apparemment chez Honda aussi. Donc ça, c'est pareil. Il faut... Ce qui est marrant, c'est de voir que ces technologies-là apparaissent 7 ou 8 ans après Ducati. Après Ducati. Donc il y a quand même du travail qui est fait du côté de chez KTM, et chez Honda, on commence à regarder aussi ce qui se passe un peu à côté, quoi. Justement, merci pour la transition. On va parler des Honda, des constructeurs japonais. Tu t'en parlais en début de vidéo, tu es agréablement surpris?
Enfin, tu es surpris parce que tu es journaliste, donc je sais que tu mets pas trop de forme comme ça, par les constructeurs japonais. Honda, voilà, on sent un mieux dans les commentaires des pilotes, au niveau des chronos. On sent qu'il y a beaucoup de travail apparemment, d'après les déclarations de Johann Zarco, de Marini, de Joan Mir. Il y a beaucoup de choses qui ont été amenées. C'est une nouvelle moto, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah écoute, voilà, comme je te disais, apparemment il y a pas mal de choses qui circulent, de nouvelles pièces. Johann Zarco disait que lui, ce sur quoi il pense avoir nettement évolué, c'est sur les phases de freinage. Il arrive à retrouver, en tout cas, la moto a été plus adaptée à son style de pilotage plutôt que l'inverse, entre guillemets. Mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner pour l'instant, puisque, alors je sais plus en termes de classement à combien il termine, en termes d'écart. Mais en tout cas, ça a fonctionné durant ce test. Il se rapproche, lui, son objectif, c'est de finir dans le top 10, de se rapprocher du top 10 au maximum. Et apparemment, il pense que la progression, les progrès qu'il a vus durant ce test lui permettront d'arriver au premier Grand Prix en respectant cet objectif qui s'est fixé, quoi. En tout cas, là, tu parlais du classement, je parle des chronos, donc les derniers chronos de la journée. Johann Zarco 7e, Joan Mir Voilà, c'est ça. 8e. Voilà. C'est ça, exactement. Donc on voit qu'il y a une nette progression des Honda, et surtout il faudrait faire, donc là tu vois, le test vient de se terminer, donc j'ai pas eu le temps de faire les analyses, mais de voir aussi sur les années précédentes combien a été gagné en termes d'écart sur les meilleurs chronos à Sepang, tu vois, juste pour voir s'il y a eu un net progrès ou si c'est vraiment juste une petite continuité des années précédentes, tu vois. Mais je pense qu'il y a eu un net progrès, justement. Au niveau des pilotes, Johann Zarco, je vais pas dire que je ne suis pas surpris. On s'attendait à ce qu'il soit là. L'an dernier, c'était le pilote numéro 1 Honda. C'est son objectif, je pense, cette année. Mais on sent que Joan Mir, ça va mieux en tout cas. C'est l'impression que ça donne, même dans ses déclarations, même dans le body language, quand tu vois le peu d'images, même sur les photos, tu as l'impression quand même que c'est lui aussi, ça va mieux. Ouais, puis en plus, je crois que c'est hier ou avant-hier, c'est pareil, je confonds les jours, où il disait qu'il était en train de faire l'un de ses meilleurs tours à Sepang, mais il a eu une panne d'essence, je crois. Donc ça a été un peu réduit à néant son effort, mais en tout cas, oui, on voit que Joan Mir est dans un autre état d'esprit. Alors peut-être qu'il a travaillé aussi pendant l'hiver, parce que la saison passée a été particulièrement difficile en termes de palmarès, de chute. Enfin, je sais plus combien de chutes il a eu. Ça c'est Voilà. Donc je pense que en arrivant dans des dispositions déjà moralement beaucoup meilleures, quoi, je pense que ça peut jouer que en sa faveur. Et c'est vrai que là, on voit, et même Zarco le confirme, et il l'a toujours confirmé d'ailleurs, Johan, c'est que Ducati, ça reste le plus grand constructeur au monde. Donc, être battu, entre guillemets, c'est pas dans leur ADN non plus. Donc, on sait qu'à un moment donné, il va y avoir des efforts qui vont être faits par Honda. Et aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits. On savait très bien qu'avec le nouveau règlement, les concessions, ça allait pas arriver du jour au lendemain. Et là, on voit, en tout cas, la Honda qu'on voit aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec celle qu'il y avait en début d'année dernière, quoi. Donc, voilà, ça progresse. Et maintenant, ça commence à porter ses fruits. Je sais plus, je crois que c'est Fabio qui disait, on y reviendra après pour Yamaha, mais Fabio qui disait qu'en fait, quand une marque comme Honda, alors surtout Yamaha, faisait un step, Ducati en faisait 3. Là, apparemment, à ce test, la tendance qui a apparemment été observée, c'est que Ducati n'a pas fait un si gros step que les années précédentes, et les autres ont commencé à rattraper un peu plus leur retard. Donc tant mieux. Et je pense que ça fonctionne du côté de chez Honda et chez Yamaha. Justement, Yamaha, je vais dire grosse progression, je m'emporte peut-être trop, je sais pas, mais en tout cas, on a vu, c'est Fabio Quartararo, en tout cas le chef de file des 4 motos maintenant, parce qu'il y en a 4, mais on est quand même, je sais pas si c'est être surpris, mais en tout cas impressionné par ses performances par rapport à l'an dernier. Absolument, mais même lui, hein, il est, alors comme il disait, il le vante dans le team. C'était un peu leur credo de se dire on s'attend à rien. Et en fait, ils ont été agréablement surpris de voir que aujourd'hui, ils savaient qu'en prenant la moto, il allait pouvoir tourner dans le chrono dans lequel il a tourné, quoi. C'est-à-dire se rapprocher de la barre du 57, et en fait, il est descendu même en dessous de 57. Donc c'est prometteur. Donc ils ont travaillé. Donc effectivement, la moto en elle-même, on n'a pas l'impression qu'elle ait beaucoup évolué par rapport à la Honda, parce que quand on voit la Honda aujourd'hui,
Enfin, tu vois, c'est une moto, quand tu la vois, c'est quand même assez surprenant. Alors que la Yamaha, elle ressemble encore beaucoup à celle de l'année passée. Mais il y a énormément de progrès qui ont été faits, enfin d'évolution, notamment au niveau du moteur. Le moteur est plus puissant, selon Fabio. Donc en termes de vitesse de pointe, il a remarqué que déjà, il était un petit peu moins largué. Et surtout, l'un des gros progrès qu'il a remarqué, c'est qu'il est capable de faire un tour rapide. Et en fait, sans forcément se mettre non plus pendu. Ouais. Et c'est ça qui posait problème, c'est qu'en fait, comme on sait, les courses sont conditionnées par les qualifs. Et en fait, en partant de si loin, il n'arrivait pas à doubler. Ou en tout cas, quand il doublait, il se faisait reprendre dans les autres bouts droits. Enfin, c'était compliqué pour lui. Et là, en faisant, apparemment, il est capable de faire un tour rapide avec un pneu neuf d'emblée. Et forcément, ça pourra jouer sur la physionomie de ses courses l'année prochaine, quoi. Enfin, cette année. Après, lui, il parlait, il disait, là, de toute façon, il fallait progresser, c'était aussi l'électronique. Ouais. Il dit, attention, on va quand même voir en Thaïlande, parce que là, il y avait quand même pas mal de grippe à Sepang, et en Thaïlande, ça va être intéressant, parce que nous, notre problème, c'est plutôt dans ces situations-là, quoi. Exactement, puis surtout les virages lents. Tu vois, typiquement, la sortie du dernier virage en Thaïlande est très, très lent. C'est aussi ça sur lequel voilà, il faut qu'il continue à travailler. Donc, il a remarqué des progrès par rapport à ça. Effectivement, il manque encore un peu de grippe. Enfin, il manque de grippe. C'est toujours, de toute façon, c'est le problème. Je pense que quand Rossi était là, c'était déjà le cas. C'était le problème de grippe. On en entend toujours parler du côté de chez Yamaha. Mais en tout cas, il y a des choses qui fonctionnent. Donc après, voilà, le châssis, qui est un peu un mix entre ce qu'il a eu l'année dernière et le nouveau, apparemment ça porte ses fruits. L'électronique sur laquelle ils ont travaillé, son style au pilotage qu'il a adapté, lui il se dit beaucoup moins agressif que par le passé, un style beaucoup plus coulé, et donc apparemment ça fonctionne. En tout cas, c'est ce qu'il dit. L'électronique a été adaptée justement à ce nouveau style de pilotage. Donc, voilà, il y a plein de choses qui ont été faites du côté du pilote, mais aussi du côté de la moto, qui font que ça a l'air de fonctionner. Maintenant, voilà, comme tu dis, en ayant fait, alors lui, je crois qu'il a roulé que 2 jours au shakedown, 3 jours là, en ayant fait 5 jours, pardon, c'est sûr, et même lui, il le dit, hein, il lui tarde d'aller voir à Buriram, voir ce que ça va donner, tu vois. Mais en tout cas, il est dans des dispositions, en tout cas, on le sent, dans des dispositions différentes des années passées, où en fait, si tu veux, c'était compliqué pour lui d'aller faire un chrono à Sepang, pendant que les autres, eux, avaient déjà fait 3 steps de plus, tu vois. Voilà. À souligner aussi, il le dit que Yamaha travaille d'une manière complètement différente. Ils avaient entamé ça l'année dernière et que ça va dans le bon sens. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, c'est dès qu'il y a quelque chose qui marche pas maintenant, on le jette, entre guillemets. Ouais, c'est pas on le reteste encore une énième fois et on perd du temps. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté, en tout cas, qu'on le comprend à travers ses propos. C'est voilà, dès qu'il y a quelque chose qui marche pas, on le met de côté et on passe à quelque chose d'autre. Voilà. Du côté des autres pilotes Yamaha, on sent quand même qu'il y a son en retrait par rapport à Quartaro, on va pas se mentir. Bon, il y a deux pilotes qui découvrent cet M1. Rins, on se pose beaucoup de questions. Je suis honnête, je l'ai vu à Jerez à des essais, il était encore avec des béquilles. On analyse un petit peu de tout ça. Après, c'est difficile de les comparer parce qu'ils ont tous, à part. Alors, Fabio, lui, il dit qu'il a un style de pilotage qui est un peu entre celui de Miller et celui d'Oliveira. Donc, Rins, apparemment, c'est encore différent, un style de pilotage différent. Donc, c'est difficile de les comparer. Après, effectivement, tu soulignes, et c'est comme pour Martin et Bezzecchi chez Aprilia, Bastianini et Vignales chez KTM. On a effectivement 2 pilotes qui découvrent la Yamaha, qui ne la connaissent pas. Donc, c'est sûr, c'est pas évident. Et c'est difficile de les juger en ayant fait aussi peu de roulage. Mais en tout cas, je reste quand même pas si net sur les critiques qu'on pourrait faire sur les 2 nouveaux pilotes chez Yamaha, parce que justement, je trouve qu'ils ont plutôt bien roulé et qu'ils se sont plutôt bien adaptés à la moto. Et la synergie qu'il y a l'air d'y avoir entre, en tout cas, les 4 pilotes fait que ça a l'air d'aller dans le bon sens. Bon, affaire à suivre. Alors, maintenant. Je sais qu'on me fera le commentaire sur les béquilles. Rins a dit que c'est pas ça qui l'handicapait. C'est juste quand tu vois visuellement, c'est bizarre. Mais après, il boite encore, hein, c'est sûr. Historiquement, il y a beaucoup de pilotes qui sont, je pense à des Rossi, des Depuignet, qui se sont fait eux des blessures de fou, qui sont revenus en quelques semaines et qui ont roulé et qui avaient des béquilles. Mais voilà, c'est juste que ça fait un moment que ça traîne et que ça fait un petit peu peur et que je m'inquiète un peu pour lui. Ah, c'est sûr que tu le vois toujours boiter dans le paddock, quoi. Donc après, voilà. Après, pour revenir à Yamaha d'une façon globale, ce qu'il faudra surveiller aussi, c'est les essais qui vont être faits. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il apparaîtra, ce fameux V4. Mais en tout cas, il faudra voir aussi ce qui se passe du côté des pilotes d'essai, parce que faut rappeler qu'il y avait Dovizioso qui roulait en pilote d'essai pour Yamaha, là, ce week-end, je crois que c'est ce week-end, sur les tests. Il y avait Augusto Fernandez. Il faudra surveiller ce que ces 2 pilotes-là. Alors,
ce sera peut-être sur secret, mais voir ce qu'ils font sur potentiellement ce nouveau moteur qui devrait, je pense qu'il roule déjà sur le banc, mais qui devrait pas tarder à apparaître et voir ce que ça va donner, quoi. Bah écoute, merci Thomas. Voilà, t'écouter, ça m'a surexcité encore plus pour la saison MotoGP. Je pense que je ne serai pas le seul. On a hâte de voir comment ça va se passer. Il y a encore les essais à Burira, mais après, ça va démarrer. Mais ouais, je manque encore d'infos. C'est dommage parce que quand tu n'es pas sur place, tu n'as pas la tendance précise. Ouais. Mais ouais, en tout cas, ce championnat a l'air d'être intéressant. Pas mal de choses qui vont changer et les écarts qui devraient encore être. Déjà, ils étaient déjà serrés, mais là, je pense que ça va être encore pire. Enfin, encore mieux. Ça dépend dans le sens que tu veux. C'est parce que lui, il a des stats à faire et après, c'est pour ça. Non, bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis, on se dit à très, très bientôt. Merci les amis. N'hésitez pas à vous abonner, commenter. Enfin, vous savez ce qu'il faut faire. Merci pour le soutien. À très, très bientôt et merci Thomas. Ciao. Salut.